Wesh YouTube, comment vas-tu? Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de mes dernières lectures. Alors dernières, pas tout à fait, j'en ai fait entre-temps, mais j'aime bien garder toujours quelques lectures d'avance, ça me permet d'avoir de quoi faire des vidéos. Ça commence. Comme d'habitude, je vais essayer de ne pas faire une intro extrêmement longue et donc on va commencer tout de suite. Le premier livre de cette vidéo, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt que j'ai ici chez Pocket, traduit par Pierre Hallien. Ça fait un moment que j'avais envie de découvrir ce un peu classique de la Dark Academia. Ça fait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque. Oui, cette couverture est absolument atroce. Et je ne me lançais pas dedans, et heureusement que je l'ai mis dans mes pavés pour cet hiver parce que je l'ai enfin sorti et que ça a été une lecture très plaisante. On fait la rencontre dans ce texte de Richard, qui cherche à tout prix à quitter son environnement et sa Californie natale. Il a envie de partir, de voir autre chose et de s'éloigner de ses parents et de sa famille avec qui il ne s'entend vraiment pas. Il fait donc en sorte de décrocher une bourse à l'université de Hampton, je crois, bref dans le Vermont, et il est absolument ravi puisqu'il peut se casser. Arrivé dans cette université, il a très envie de s'inscrire au cours de grec, lui qui en a déjà fait. Mais tout le monde le dissuade de tenter, parce qu'apparemment son professeur est très étrange, il n'a que quelques élèves. Bref, les gens sont pas très fans. Tout ça l'intrigue et il décide d'aller rencontrer ce fameux professeur de grec, Julian, qui est effectivement un petit peu étrange, qui n'a que 5 élèves. Et tu te doutes, Richard va être d'autant plus intrigué et va avoir vraiment envie de faire partie de cette espèce de petit groupe élitiste. Il va tout faire pour en faire partie sans se douter de ce qui s'y passe et de ce qui lie ces 5 étudiants particuliers entre eux. Comme je te disais, j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si elle prend son temps. On met du temps à rentrer dans l'histoire, on met du temps à démarrer. Et même moi, qui n'ai pas de problème avec le fait qu'on prenne le temps de poser un contexte, etc., j'ai trouvé ça un peu longué au début. Je voyais pas où on allait, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on mettait autant de temps à y aller. Et je pense honnêtement qu'il y a des passages qui sont pas franchement très utiles, mais why not? Et donc pendant, je dirais, une bonne centaine de pages, voire un petit peu plus, et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Puis l'histoire commence à vraiment prendre, et même si le rythme est lent, déjà par l'ambiance, par les quelques mystères qui entourent ces jeunes gens, en fait, sans s'en rendre compte, et ben j'étais, pour le coup, vraiment embarquée. J'ai quand même trouvé le style assez froid, mais je pense que c'est en totale adéquation avec justement l'ambiance qu'elle tente de nous installer ici. Et c'est l'une des choses, à mon sens, les plus réussies de ce roman. Moi qui aime les romans d'ambiance et les romans très atmosphériques, ici on est complètement là-dedans. Je ferme les yeux, je ressens encore les sensations que j'avais au moment de ma lecture. Je vois des couleurs assez froides, un truc assez brumeux. C'est hyper efficace à ce niveau-là, vraiment. C'est sombre, comme je te disais, brumeux, pesant, mystérieux, et ça, c'est hyper addictif. Les personnages, quant à eux, sont très particuliers, ils sont pas franchement très attachants. Le style un peu froid crée une distanciation entre eux et nous, et moi j'avais pas... Alors j'avais de l'intérêt pour eux, mais pas de sympathie ni d'attachement. Moi qui aime les personnages gris, là on était complètement dedans, ils sont vraiment gris. Et leur construction est intéressante parce que on garde toujours, je te dis, une forme de distance, et pour autant on a un attrait presque un peu malsain à eux, à ce qu'ils sont, même dans leur dérive. Et la complexité des sentiments qu'on développe à leur égard, elle est franchement intéressante et agréable, entre très gros guillemets, hein, parce qu'ils nous agacent et en même temps on est peiné et en même temps on a peur pour eux, et puis de nouveau ils nous agacent et puis on les trouve inhumains, et ensuite à des moments tellement sensibles que ça crée une ambivalence qui est franchement intéressante. Je me répète. J'ai aimé tenter de les comprendre, tenter de les cerner. J'ai aimé les voir sombrer, puis avoir de l'empathie pour eux. Et très vite sentir que cette empathie, elle était presque un peu déplacée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je te dis, moi j'aime quand on me met dans des situations un peu complexes comme ça, où je sais pas si je dois apprécier ou non les personnages. J'aime beaucoup ça. Je te l'ai déjà dit, mais moi j'aime ces livres qui nous mettent dans une espèce de sentiment d'inconfort, de malaise, et là c'est tout à fait le cas, c'est très bien fait, je réitère, mais l'ambiance est époustouflante. C'est à mon sens l'énorme point fort de ce texte, parce qu'on est complètement happé grâce à cette atmosphère. Et je comprends que ce livre soit parmi les préférés de plein de gens, parce que c'est franchement mérité, c'est pas un énorme coup de cœur pour moi, mais je réitère, c'était très efficace, et c'est franchement une excellente lecture que je suis ravie d'avoir enfin découvert. Ensuite, j'ai lu un service presse que j'ai reçu de la part des éditions La Croisée, qui est Cérémonie d'orage de Julia Armfield, traduit par Laetitia Deveau et Laure Joanneau-Lopez. Oui, c'est un très bel objet, il est vrai, et je vais pas te mentir, j'ai été un peu déçue. Clairement parce que je pense que mes attentes étaient trop élevées. Julia Armfield est une autrice de qui j'avais hâte de découvrir le travail. J'avais déjà cherché à mettre la main sur un de ses textes duquel j'avais entendu beaucoup de bien, qui s'appelle Our Wives Under the Sea.
Et quand j'ai vu qu'un de ces textes était traduit, j'ai sauté sur l'occasion. On nous sort en plus cette magnifique couverture. Bref, j'étais franchement hypée. Et donc je me suis lancée dedans pleine d'espoir et ma hype, elle est un peu retombée. C'est un texte qui a beaucoup de qualité, mais duquel je crois que je suis un peu passée à côté. On est ici dans un Londres dystopique, j'allais dire post-apocalyptique, mais presque pré-apocalyptique. La pluie s'abat sur la ville et une partie du monde de manière presque incessante, ce qui pousse les gens à s'adapter, à se replier dans des immeubles, etc. À remplacer le métro par des espèces de navettes, naturellement flottantes. Et dans ce climat particulier où les eaux montent presque autant que la peur et donc la folie, on fait la rencontre de nos trois personnages, trois sœurs au lien plutôt tendu qui se retrouvent puisque leur père, un célèbre architecte, vient de mourir. Au fil des chapitres et à tour de rôle, on va apprendre à les découvrir selon leurs différents points de vue, à découvrir ce qu'est leur vie, ce qu'a été leur enfance, ce qui les a menés à ne quasi plus communiquer. On va tenter de comprendre leur passé plutôt obscur. J'ai été au début très déstabilisée par plein de choses. Le style est assez cru, à d'autres moments plutôt délicat, franchement incisif et c'est honnêtement prenant. Ici, la Oriane du montage, comme d'hab. Je voulais juste apporter une toute petite précision quant à l'emploi du mot cru. Je t'en ai déjà parlé ici, je suis pas très à l'aise avec certaines descriptions pendant les scènes olé olé et ça c'est très propre à ma personne, mais j'avoue que l'emploi un peu récurrent du mot doigté, et tu te doutes que je ne parle pas de piano, moi ça me... non. Voilà, c'est juste, c'est pas du tout mon truc, mais c'est purement personnel. Je voulais apporter cette petite précision, je te laisse, bonne vidéo, bisous. Je suis en plus très intriguée, on nous parle de cette espèce de contexte climatique quand même assez singulier. Et puis je rencontre les trois sœurs et là moi je bloque. Parce qu'elles sont antipathiques au possible. Elles sont méchantes, clairement, les unes avec les autres, et moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Assez rapidement on creuse dans leur passé, dans leur vie, on arrive à comprendre un peu qui elles sont et ce sur quoi elles se sont bâties et donc pourquoi elles agissent de la sorte. Et franchement, on a de la peine pour ces gamines, mais malgré ça, moi, j'ai pas du tout de sympathie pour les femmes adultes qu'elles sont. J'ai beaucoup aimé le contraste singulier qu'on a entre l'univers et le monde qui est ravagé par les eaux, qui est hyper oppressant, hyper angoissant, et la banalité du quotidien qu'on tente de maintenir dans une espèce de normalité là où il n'y en a plus du tout. Et tout le monde fait comme si juste on s'adapte. Et je trouve que ce contraste il est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé la manière dont il était amené. Et ça crée une espèce de sentiment de malaise là aussi très agréable. Et vraiment ouais, j'ai beaucoup aimé ce contraste là et ça a été là aussi un peu une de mes déceptions, c'est que j'aurais aimé presque que l'environnement prenne plus de place dans le récit. Il est posé là comme un cadre un peu étrange, un décor un peu bizarre dans lequel on évolue sans vraiment comprendre l'impact que ça a. Je pense que c'est un parti pris absolument assumé de l'autrice. Elle écrit beaucoup en rapport avec l'eau, je trouve ça très intéressant ce rapport qu'elle a dans ses écrits. À l'eau qui monte, à l'eau qui avale, à l'eau qui engloutit. On parle beaucoup du lien entre eau et émotion. Et je trouve que ce parallèle, il a l'air franchement très intéressant dans son travail. D'autant plus que les émotions, elles sont vraiment mises en avant parce que, au-delà de voir le lien de ces trois sœurs, le rapport à leur enfance, on les voit énormément dans les relations qu'elles ont avec leurs compagnes ou rencontres respectives. J'aime beaucoup d'ailleurs le fait, les trois filles sont lesbiennes et c'est simplement posé là. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un sujet en étant un presque non-sujet. J'ai trouvé ça très subtil, j'ai beaucoup aimé cette approche. Mais j'ai aimé l'importance que prenaient aussi leur relation aux autres dans l'amour, les différentes formes d'amour. Je me répète, mais vraiment là aussi l'ambiance est très plaisante parce que un peu mystérieuse, assez tendue, avec, je te dis, cette toile de fond franchement très oppressante. Il y a pas mal de questions en plus qui sont posées autour des mères, des sœurs, qui donnent un côté très mystérieux. On a envie de savoir, ça fait aussi partie des choses qui m'ont un peu déçue, c'est que j'ai pas de problème avec le fait qu'on ne m'apporte pas toutes les réponses à mes questions. Parfois je trouve que c'est intéressant de laisser des questions en suspens. Là, à la fin, on a une espèce de réponse qui, moi, m'a laissé un peu dubitative. Et la fin, justement, je trouve que c'est un sacré parti pris. Je pense que, de toute façon, le texte entier est un très gros parti pris. Et moi, c'est quelque chose que je salue toujours. Mais la fin, elle m'a embarquée, bousculée. Il y a eu un moment où j'étais un peu émue par ce qui était en train de se passer. Et en même temps, j'étais dans un flou, une espèce d'incompréhension où, clairement, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, j'ai pas détesté ce final qui est très explosif, mais dont j'ai pas saisi moi le fond. Bref, c'est un texte duquel je ressors un petit peu mitigée. J'aurais aimé l'aimer, et encore une fois je ne le déteste pas, je pense qu'il a de vraies excellentes qualités et je pense que c'est un texte qu'on peut vraiment adorer. C'était juste pas ma corde sensible à moi. Voilà.
Ensuite, j'ai lu un graphique. Et pas n'importe lequel, puisque j'ai enfin continué les aventures de notre petite Béa adorée dans le 2e tome de Lightfall qui s'appelle L'ombre de l'oiseau de Tim Probert, Gallimard bande dessinée, et j'ai enfin trouvé le nom de la traductrice qui s'appelle Fanny Soubiran. C'est un tome 2 donc que je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est une suite et ce serait dommage de te spoiler le premier si tu ne l'as pas encore lu. Je ne vais pas non plus te raconter franchement l'histoire du premier parce que j'en ai pas mal parlé ici. Je te mettrai en barre d'infos les 2 vidéos je pense où j'en parle. Mais quelle excellente suite. Moi tu l'as compris, je suis séduite et complètement conquise par Lightfall parce qu'on nous propose ici. J'adore le travail qu'est en train de faire Tim Probert, j'aime son univers, j'aime ses personnages, j'aime le fond de l'histoire, j'aime encore une fois le traitement de l'anxiété parce que Béa est une petite fille qui fait des crises d'angoisse. Visuellement, je trouve ça absolument canon, je me délecte de chaque planche, c'est une excellente fantasy jeunesse, une excellente introduction à la fantasy, on a le cocktail parfait. Il y a du roman initiatique, de la découverte de soi, du monde, c'est entraînant, il y a des scènes d'action qui sont claires. Moi qui ai parfois tendance à ne pas comprendre les scènes d'action, là je trouve qu'elles sont parfaitement clair, c'est très efficace, vraiment. C'est à la fois touchant, à la fois rigolo, c'est une pépite, vraiment. J'adore Lightfall, quoi, tout simplement. J'ai mis encore à ce tome 5 sur 5. Tu comprends, je prends un immense plaisir, je suis à fond dedans, j'adore les personnages, j'adore Béa. Il y a peut-être un moment où il y en a un qui est revenu et j'étais un peu en mode... C'est tout, mais tout est tellement génial que franchement ça n'a même pas entaché ma lecture. Je te disais, j'aime beaucoup Béa, j'aime beaucoup ce qu'elle est dans ses nuances, j'aime ce que ça dit. Elle a des failles, elle a des peurs, c'est normal, elle a des inquiétudes, elle a des angoisses qui parfois prennent le pas et c'est pas de sa faute, mais elle fait au mieux. Et parce qu'elle fait au mieux, elle est incroyablement courageuse et j'adore ça. J'ai beaucoup aimé ce que dit aussi ce tome sur les croyances et l'incompréhension qu'ont parfois les gens du monde qui les entoure en étant persuadés que pourtant ils ont tout compris. J'aime beaucoup, bref, tu l'as compris, c'est une très grosse réussite pour moi et j'ai très hâte de lire la suite. J'ai continué mon exploration des Rougon-Macquart en lisant le 2e tome, naturellement, qui s'appelle La Curée, donc évidemment de Zola. Je l'ai un peu moins aimé que le précédent. Le précédent m'a vraiment ravageax, là c'est pas le cas. Par contre, j'ai quand même beaucoup aimé. On quitte les Plassans, on est ici à Paris, dans ce Paris post-révolution qui est en train d'exploser, qui foisonne de tous les côtés et qui du coup offre la possibilité à bien des gens de tenter de faire fortune, de s'installer, d'accroître du moins leur richesse dans ce Paris en plein essor. On continue à suivre certains personnages ici, principalement Aristide Rougon qui devient ici Aristide Sacquart, qui est donc le fils de Pierre Rougon, et son épouse Renée. On continue l'exploration de ces personnages avides, animés par le pouvoir et l'argent, la débauche, etc. Bon, moi le style il me plaît totalement, hein, tu t'en doutes, on est clairement dans ma zone de confort, c'est le style d'écriture avec lequel je suis très à l'aise. C'est bien écrit, c'est hyper visuel, j'ai adoré les descriptions. Il y a dans celui-ci, alors beaucoup de descriptions de la ville, etc. qui, on va pas se mentir, parfois sont un petit peu longues, mais moi je les trouve tellement belles que ça ne me dérange pas, mais vraiment, il y a beaucoup dans celui-ci, je te disais, de descriptions de tissus. Je sais pas pourquoi c'est ce qui m'a tant marqué, mais parce que je les ai trouvées incroyables. Elles sont si intenses que je voyais absolument la robe qu'il nous décrivait et que j'en ressentais presque la douceur de l'étoffe. Franchement, j'ai adoré ces passages-là. J'y ai retrouvé la mécanique que j'avais un peu vue dans le premier, c'est-à-dire la balance entre la critique froide et assumée qu'il fait d'un monde et d'un milieu, et en parallèle, des persos sensibles qui viennent contrebalancer avec, encore une fois, la froideur et l'apparente rigidité du reste. Et ces persos, on les prend en affection, on rentre beaucoup plus dans leur intimité émotionnelle. Il y avait ça déjà dans le premier, et il reste très critique aussi vis-à-vis de ces personnages, mais j'adore le contraste qu'il met en place. J'aime explorer la psyché de ces personnages-là, ce qui les pousse à agir de la sorte. Et ici, c'est complètement le cas avec Renée, qui globalement s'ennuie à mourir dans sa vie et qui va prendre un amant, mais pas n'importe lequel. J'ai beaucoup aimé l'exploration de cette relation, ce qu'elle dit de la société, et d'autant plus avec ce parallèle très marqué où on assiste aux prémices de ce nouveau Paris et de ce qu'il offre à ses habitants, comme je te disais. Il y a une mise en scène très crue, des excès, de la débauche, des codes et de ce que chacun décide d'en faire. Je trouve que la richesse du texte est assez folle compte tenu du nombre de pages qui est franchement pas énorme. Bref, c'est une étude de la société que je trouve absolument fascinante parce qu'elle arrive
et à nous débecter et à nous toucher par la problématique de certains personnages. J'adore, encore une fois, je me répète, mais le parallèle entre études de la société et les grandes tragédies classiques qu'on a dans ce texte. Vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré ça. Cette grande scission entre modernité et classicisme qu'on voit ici. C'est une excellente lecture qui m'a, je te le dis, moins touchée que la première, mais qui me laisse une très forte impression. J'ai ensuite lu un autre service presse, j'essaye de les caler au fur et à mesure pour pas trop les laisser traîner et pas me retrouver avec une vidéo que de service presse parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai lu La Ronde de Nuit de Bora Chang qui m'a été envoyé par les éditions Rivage qui est traduit par Kyun Gran Choi et Pierre Biziou. Là aussi, texte duquel j'en attendais beaucoup. Franchement, on va pas se mentir parce que j'ai beaucoup entendu parler de Lapin Maudit, le précédent texte traduit de Bora Chang, que j'ai eu la chance de recevoir en poche, donc je vais pouvoir en faire la lecture. Et cette fois, je n'ai pas du tout été déçue. J'ai beaucoup aimé ce recueil. C'est donc une espèce de recueil de nouvelles qu'elle nous présente ici, qui sont pourtant toutes liées, c'est presque plus plein de bribes d'histoire d'une grande histoire globale. On est dans un étrange institut qui abrite des objets hantés, paranormaux. Et c'est au travers de ces couloirs et de ses employés principalement qu'elle va nous raconter ses histoires. La plume est simple, franchement, elle est très entraînante et je dis pas ça quand je dis simple, c'est encore une fois pas du tout péjoratif. J'ai aimé globalement beaucoup de choses ici, c'est pas la meilleure lecture de ma vie, mais je l'ai trouvée très efficace. Aujourd'hui c'est le jour de l'efficacité. J'ai aimé le panel d'objets qu'elle nous propose et les histoires qu'elle arrive à nous raconter derrière ceux-ci. Elle joue avec les codes de l'horreur, avec les frontières de l'absurde et j'ai beaucoup aimé qu'elle emploie plusieurs choses. Il y a un côté, moi, que j'ai trouvé presque backroom dans ce lieu. Il y a une vibe un peu creepypasta, genre légende urbaine. Il y a des apparitions, des déformations. Bref, il y a énormément de choses qui sont mises en place avec beaucoup de subtilité, je trouve, ce qui fait que ça marche très bien. Parce qu'elle arrive à ne pas en faire trop, c'est juste ce qu'il faut. Et du coup, à travers ces récits qui sont un petit peu frissonnants, elle arrive à soulever plusieurs choses. J'ai beaucoup aimé sa manière de dénoncer, de tourner en dérision de manière presque un peu grotesque à des moments, des problématiques sociales et sociétales. J'ai aimé sa mise en avant de la cruauté des hommes, de ce qui la motive et de ce qu'ils pensent être en droit de faire parce que c'est la place et le pouvoir qu'on leur a toujours donné. Il y a une atmosphère frissonnante et un peu étrange et moi j'aime l'étrange plus que la peur. J'aime les sentiments un peu d'oppression, de malaise, ouais, d'étrangeté et là vraiment on est là-dedans. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle garde un lien constant, une espèce de fil conducteur qui se déroule tout au long de l'histoire. Il est très subtil mais franchement solide. Je te le dis, c'est pas une grande lecture mais c'est pour moi un quasi sans faute. C'était hyper divertissant, très bien fait, avec ce qu'il faut de profondeur et de sous-texte. Encore une fois, c'est très efficace et j'ai très hâte du coup de découvrir Lapin Maudit. C'est pour moi vraiment une bonne lecture. Pour finir cette vidéo, j'ai lu Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman, traduit par Juliette Aubert, édité ici chez Actes Sud. 10 balles. Je trouve que 10 balles pour 90 pages, c'est un petit peu cher. Hein, on va pas se mentir. On est donc dans un tout petit texte, une nouvelle un peu longue peut-être, ou une très courte histoire, je sais pas, qui reprend le plot du fameux auteur en mal d'inspiration. Ici c'est un scénariste, mais soit, qui décide de partir dans une maison isolée, dans une espèce de Airbnb pour passer quelques jours pour se ressourcer, essayer de faire le point dans ses idées et en même temps tenter de ressouder ses liens avec sa femme. Et dans cette maison, il y a très rapidement des phénomènes étranges et inexpliqués qui vont commencer à se produire et petit à petit, on va basculer dans quelque chose de franchement frissonnant. Et quoi qu'il arrive, je peux t'assurer qu'ils n'en sortiront pas indemnes. Alors, je vais tenter de rester assez évasive parce qu'encore une fois, c'est très court et que ce serait dommage de t'en dire trop. C'est une proposition intéressante, audacieuse, franchement, plutôt surprenante. J'ai vu plusieurs personnes le comparer à La Maison des Feuilles et je comprends. Pourquoi est-ce qu'on fait cette comparaison-là? Alors, c'est La Maison des Feuilles en très distillé et en très simple. Hein, ça n'a rien à voir, mais je comprends l'idée. Je vais pas te mentir, au début, j'ai été un peu perplexe. J'ai eu du mal un peu à accrocher parce que c'est un style qui est un peu pas décousu, mais la narration, en fait, c'est lui qui écrit dans son carnet. Et donc, au début, il écrit des scènes ou une potentielle évolution là, de ces personnages qu'il invente. Puis ensuite, il raconte quelques phénomènes qui se passent, puis ses liens avec son épouse, et je sais pas, j'avais trop du mal à comprendre où on allait, je voyais les pages défiler, je m'en foutais des personnages qu'il était en train de construire, bref, un peu perplexe au début, et puis je me suis fait attraper parce que les premiers phénomènes qui apparaissent sont vraiment dérangeants, et j'aime beaucoup quand
ça survient comme ça à une personne un peu fatiguée qui se pose des questions et que du coup on est amené à se demander s'il s'est réellement passé quelque chose, parce que c'est pas non plus une assiette qui a volé en éclats quoi. C'est des choses plus insidieuses. Et puis tu te doutes, hein, ces phénomènes vont s'accroître et c'est la partie où j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Là aussi, ça fonctionne bien, ça fait le taf, c'est très court, ça se lit d'une traite. On est dedans, on sent la tension monter. J'ai pu trouver à des moments que ça manquait peut-être un petit peu de subtilité, il y a quelques clichés du genre, mais on ferme le livre et le sentiment d'oppression, et alors angoisse, le mot est un petit peu fort, mais tu vois ce que je veux dire, il est franchement présent. C'est un drôle de récit, un poil brouillon à mon sens, mais plutôt déroutant, qui fonctionne. Est-ce que je suis ravie de l'avoir acheté ? Non, mais je suis franchement pas déçue de l'avoir lu. Et je finirai juste par te dire qu'effectivement, il aurait dû s'en aller. Et bien voilà, on a fait le tour de ces quelques lectures. N'hésite pas à me dire, comme d'habitude, si tu en as lu certaines, ce que tu en as pensé, et s'il y en a que tu as envie de découvrir. J'ai envie en ce moment d'explorer un peu plus la littérature, alors horrifique, moi tout ce qui est slasher et tout c'est pas trop mon truc, mais un peu plus frissonnante, du coup j'y vais petit à petit parce que je suis quand même une grosse flippette. Voilà, si t'as des recommandations du genre à me faire, n'hésite pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends bien soin de toi.